Hola, Egunon. Hoy tenemos aquí para presentar la película Artur Rambo, que compite en la sección oficial de esta 69 edición del Festival de San Sebastián, a las siguientes personas. Pido de antemano perdón por mi pronunciación del francés. Tenemos a Logan Contet, el director de la película. Tenemos a Samuel Du, a Fanny Bourdino, co-guionistas. Tenemos a Marianne Luciani, productora. Y tenemos a Rabah Naït Oufela, actor. Si queréis hacer alguna pregunta, funcionamos con las manos, como siempre. Excuse me, are we supposed to keep the mask or? I think that you can take it off whenever you are talking. On peut l'enlever. Okay. Vale. Merci. Hola, buenas. Felicidades primero de todo por la película. Y mi pregunta va dirigida a Logan y a Rabah. Quería preguntaros si creéis que los artistas como vosotros, en la sociedad de la posverdad en la que vivimos, estáis un poco atados de pies y manos. Como que hay una fragilidad en lo que hacéis. Y segundo, si creéis que Twitter es el nazismo del siglo XXI. Gracias. Non, enfin, quand même, si j'ai voulu faire le film, c'est parce que justement cette question de la place croissante que prennent les réseaux dans nos vies m'intéressait, et que j'ai l'impression qu'on les regarde peut-être pas avec assez d'attention pour justement peut-être éviter les excès, et on y dit un peu tout et n'importe quoi, et finalement tous les messages sont ramenés au même niveau. On peut être président de la République ou jeune écrivain de talent, on est finalement juste comment on dit, trié par le nombre de followers qu'on a. Mais chaque parole me semble un peu équivalente, et surtout tellement sujette à la simplification, parce qu'on écrit des messages courts, parce qu'on écrit vite, et que cette simplification-là, moi, me fait un peu peur, et que c'est ce que j'essaye de montrer dans le film. Puis par ailleurs, cette simplification, elle donne lieu à beaucoup de violence. C'est-à-dire qu'on s'insulte beaucoup plus facilement sur les réseaux qu'on le fait dans la vie, et que cette violence-là, elle est presque inhérente au médium, quoi. Oh, hi, good morning. This is Rodrigo from Brazil. I have two questions for Lohan Kanté. The first question is, your cinema usually has, in the way to depict realism, to create realism, a sort of a blend between fiction and documentary. I would like to understand this documentary regard in a movie like that, especially how you deal with it at your editing process. The second question is a really small detail. There is a scene on the movie where we see on a poster the word Guy Debord. I would like to understand if it's a reference, explicit reference to Guy Debord and the idea of La Société des Spectacles. Thank you very much for the film. Alors, on va commencer par la deuxième question qui est la plus rapide à répondre. En fait, c'est la décoratrice qui a eu l'idée de mettre ce poster qu'elle a retrouvé. Et alors moi, j'ai toujours peur de ce qui est un peu trop signifiant dans un décor. Là, je me suis dit que c'était plutôt juste de l'avoir, et donc je l'ai conservé. Parce qu'effectivement, bon, il y a une relation assez juste entre Debord et les questions que le film observe. L'autre question, c'était Sur la fiction et le documentaire. Ah, oui.
C'est vrai que ce qui m'intéresse quand même souvent, c'est de regarder et de montrer la complexité de notre monde. Et que je passe beaucoup de temps, moi, d'abord pas tellement à me documenter, mais à parler beaucoup avec les acteurs avec qui je travaille, avec les gens qui sont assez représentatifs des personnages que je vais créer. Et puis après, je pense que je suis très concerné par ce qui se passe autour de moi et que j'ai envie de le restituer. J'espère que les films ne sont pas non plus juste un constat et que la mise en forme ramène de l'émotion, parce que c'est vrai que toutes ces questions politiques, sociales m'intéressent quand elles sont incarnées, quand elles sont vécues par un personnage qui a du mal à y trouver son compte, quoi. Señor Lorin Cantet, yo quisiera saber, la sensación que deja el personaje de Arthur Rimbaud es que básicamente no se sostiene, es incongruente, no está preparado para el éxito. Entonces, lo que yo quiero saber es, ¿usted considera que es un personaje, un hijo de la era digital o que trasciende en el tiempo su carácter, ¿no? Non, je pense que c'est un personnage assez représentatif de notre époque, représentatif aussi d'une fracture sociale qui en France est très marquée, et surtout à Paris, entre le monde parisien et la banlieue. Il est très très difficile pour un jeune issu d'une banlieue de trouver sa place dans l'autre monde. Et que ça fait partie quand même, c'est une figure assez représentative de notre société. Et puis, alors, par rapport aux réseaux sociaux, je pense que c'est un peu ce que dit Karim à un moment dans le film. C'est que même s'ils sont nés avec les réseaux sociaux, je pense qu'il y a une incompréhension parfois de leur fonctionnement. Et que, il dit, moi, au début, quand j'ai commencé à tweeter, je le faisais pour m'amuser avec les 3 ou 4 copains qui étaient sur le réseau. Ce qu'il faut réussir à comprendre, c'est que quand on est sur un réseau social, potentiellement, on s'adresse au monde entier. Et que surtout, ce monde entier, ce système a une mémoire très forte. Que si vous effacez vos messages, ils restent malgré tout quelque part, ils restent ne serait-ce que sur l'ordinateur de quelqu'un. Et que ces mots qu'on croit écrire de manière un peu comme une blague en quelques secondes, ont un poids qu'on mesure mal au moment où on les écrit, sûrement. Et ça, je pense, peut-être qu'on peut laisser la parole à des gens plus jeunes que moi, qui l'utilisent plus que moi, mais... Sí, de hecho, por alusiones y también respecto a la construcción del personaje, no sé si igual tal vez Rabah nos quiera contar cómo enfocó esta construcción del personaje en estos 2 tiempos tan marcados y estos 2 espacios tan marcados. Déjà, avec Laurent, on a beaucoup discuté de ce personnage, à savoir quelle direction il fallait prendre pour interpréter ce Arthur Rimbaud. Pour ma part, moi, personnellement, je suis pas
très fan des réseaux sociaux. J'essaye de garder une certaine distance avec Internet et ma vie. Je publie pas beaucoup de choses parce que je fais partie de cette génération-là, mais je ne fais pas partie de la génération en fait qui est née avec, comme disait tout à l'heure Laurent. Il y a une génération aujourd'hui qui sont nés avec les réseaux sociaux et nous on est la génération aujourd'hui. Les jeunes qui ont à peu près 30 ans aujourd'hui ne sont pas nés avec mais ont grandi avec. Donc je pense qu'on a une certaine distance justement et une conscience de la dangerosité que peut être des messages postés sur Internet ou même des photos, des vidéos. Donc j'ai essayé d'enlever tout ça de ma personne pour interpréter ce Arthur Rimbaud qui pourrait peut-être être un jeune d'une génération plus jeune qui aurait vraiment grandi avec tout ça et puis qui se laisserait un peu penser que les réseaux sociaux ne font pas partie de la vie et que ces messages qu'on envoie disparaîtront et qu'on peut peut-être tout dire ou bien se permettre plus de choses en passant via Internet que dans la vraie vie, parce que Internet, c'est pas la vraie vie. Et voilà, enfin, c'est cette direction-là que j'ai pris pour ma part. Hola, buenos días. Yo quería saber, he visto que la historia ponía que está basada libremente en la historia de un nombre que no me he quedado con él. Entonces quería saber quién es esa persona y cómo fue su historia, ¿no? Si realmente también tenía unos tweets publicados similares, aunque ya pone luego que los de la película son ficticios y todo esto, ¿no? Gracias. Alors, il y a plusieurs histoires. La principale est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Mehdi Meklat et qui a été remarqué d'abord parce qu'il écrivait des articles plutôt très bien pensés sur la banlieue, justement, où il vivait. Puis il a été médiatisé en ayant une chronique quotidienne dans une émission très écoutée sur France Inter, donc la radio nationale. Il a écrit avec un complice, un ami de toujours, visiblement. Il a écrit 2 livres qui ont été salués par la critique. Et le jour où il a sorti son second livre, les tweets sont réapparus. Un peu comme si effectivement on voulait malgré tout lui faire payer le fait que ce succès n'était peut-être pas très légitime. Enfin, et en quelques heures, sa vie littéraire en tous les cas a été détruite. Et il a fallu qu'il essaye de s'expliquer. Il l'a fait dans un livre qu'il a sorti 2 ou 3 ans après. Mais bon, je pense qu'il est marqué à jamais par cette histoire-là. Et lui-même dit qu'effectivement, ces tweets ne reflètent pas sa pensée, que c'était une façon de provoquer suffisamment pour exister sur les réseaux sociaux. Il y a eu tellement de messages qui circulent, tellement d'échanges que pour exister, il faut être soit très drôle, soit très provoquant. Et plus on est provoquant, plus on a de followers. Et donc, voilà, il est tombé dans ce piège-là lui-même. Mais bon, son histoire m'a servi d'un peu de fil conducteur, mais c'est vrai qu'il y a énormément de cas similaires qui sont produits en France et j'imagine en Espagne aussi. No sé si igual tal vez los co-guionistas quieren aportar algún dato respecto a
esta adaptación del caso real, pero también respecto a todos los elementos sobre la identidad digital que hay en la película, ¿no? Ya desde este primer plano que recuerdo con la pantalla verde, a esta persona que está cargando el teléfono continuamente, ¿no? Cómo construyeron la historia, el guión y también los tweets ficticios. Ça répond aussi un peu à la question qu'un des journalistes posait tout à l'heure, c'est la question de la fiction et du réel, c'est-à-dire non seulement ça traverse le travail de Laurent depuis longtemps, mais évidemment dans ce film-là, ça s'incarne de façon très particulière et à tous les niveaux de l'écriture et de la mise en scène. Et effectivement, ce premier plan sur fond vert, c'est assez beau qu'il soit au début du film, parce que c'est la rencontre effectivement de l'écriture, c'est le moment où on bascule dans la fiction, et pourtant on est sur ce fond vert sur lequel on pourrait projeter tout ce qu'on a envie de projeter. Donc en fait, il y a déjà comme une sorte de volonté de raconter qu'on va essayer de dire une vérité, on va enlever les faux fonds, et pour essayer de percer une vérité qui n'existerait pas par cette image qu'on est en train de mettre en place. Et tout le travail d'écriture, ça a été effectivement de trouver ce que dans un cas particulier on peut trouver de plus général, et donc de voir comment cet aspect documentaire pouvait créer une fiction qui parlerait au plus grand nombre et qui traverserait aussi les frontières, ce qu'on a l'impression que c'est en train de faire, et on en est très heureux. Voilà. Et oui, et aussi on a travaillé sur l'idée, ça reprend ce premier plan sur l'idée du masque et le motif du double. Et donc le scénario est construit en diptyque, on va dire, avec c'est une nuit, un jour. Et donc en fait le scénario se déplie aussi comme ça sur le motif du double. Et Karim et Arthur Rimbaud, il a une amoureuse qui elle-même a un autre amoureux. Il est à Paris puis en banlieue. Donc on a essayé comme ça de déployer tout ce motif et du masque et du double, et dans le personnage de sonder cette dualité. Ce qui retrouve aussi la question de la fiction et du réel, aussi dans l'idée du centre et de la périphérie, c'est-à-dire le centre parisien, le centre des médias, de la projection qui serait plus ou moins mensonger, en tout cas on en a un peu parlé avec Guy Debord aussi, et la périphérie où on s'enfoncerait dans une forme de réalité, de réel, quoi, ce à quoi on est confronté lorsque on n'est pas à la télévision, dans un écran. Buenas, mi pregunta es para Rabah. A nivel personal, usted ha comentado que no es un gran fan de las redes sociales, y me gustaría saber si desde el momento en el que se le presenta el proyecto del personaje de Arthur Rimbaud hasta el final del rodaje, cómo evolucionó su propia idea acerca de la libertad de expresión en la actualidad y las consecuencias que puede tener. Je ne sais pas si mon idée sur la liberté d'expression et ses conséquences a changé entre le début du film et la fin du film. Par contre, pour répondre à la première partie de votre question, oui, quand je dis que je ne suis pas un fan des réseaux sociaux, c'est qu'en fait, encore une fois, je suis issu d'une génération en fait, qui jouait au foot dans la rue. Et la génération d'aujourd'hui, ça n'existe plus en fait. Quand on voit des petits de 6 ans aujourd'hui dans la rue ou des petits de 10 ans qui jouent en bas de chez eux, c'est des petits qui font autre chose en fait. Ils ont des smartphones, ils débloquent des trottinettes, que nous on avait un ballon et puis on passait toute l'après-midi dessus. Donc c'est là où la nuance, c'est là où ça change en fait. Ma vision de la liberté d'expression entre le début et la fin du film, enfin je pense pas que ça ait changé. J'ai trouvé déjà très intéressant de soulever ces sujets-là de la part de Laurent, et donc ouais, j'étais très enjoué de participer à ce film pour cette raison, et c'était un beau défi de la part de Laurent, un beau défi pour moi, et je suis super content d'y avoir participé. Quand même, il y a une chose que je voudrais dire, c'est que Rabah, je le connais depuis qu'il est tout petit, puisqu'il jouait entre les murs. Il était un des élèves de la classe. Et que moi, le retrouver sur ce tournage, ça a été quelque chose de très émouvant. Et j'avais pensé à lui en écrivant tout de suite.
Je l'avais revu parce qu'il n'a pas fait que mes films, il en a fait d'autres évidemment, et que je l'avais vu et que je me suis dit qu'il avait bien vieilli, bien grandi. Et puis on a du coup aussi beaucoup travaillé le personnage ensemble, en répétition, en discutant beaucoup aussi. Parce que c'est sûr que le personnage il est compliqué, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit à la fois très à l'aise dans ce monde dans lequel il est en train d'entrer, qu'on le sente plutôt heureux d'être à cette soirée un peu mondaine à laquelle il participe au début, mais qu'on sente aussi tout le travail qu'il a fait pour s'y sentir à l'aise. C'est-à-dire qu'il y est à l'aise sans être tout à fait dans son élément. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qu'on a essayé de doser et que Rabat a trouvé d'une manière, moi, qui me touche beaucoup. Moi, si je peux me permettre, je voudrais revenir juste sur la question de la liberté d'expression. Tu m'arrêtes si c'est faux, mais moi, je ne crois pas que le film parle particulièrement de liberté d'expression. Mais je crois que le film pose plutôt la question de savoir qui a le droit de parler et où on a le droit de parler. Et je pense que c'est un film qui parle plus de la lutte des classes, au fond, que de la liberté d'expression. Je vais essayer en français, mais bon. C'est une question pour M. Kanté et aussi pour les scénaristes. Le film m'a fait penser à ces choses que Jean Renoir disait, de tout le monde a ses raisons. Et je voulais savoir comment vous approchez cette idée pendant que vous écrivez le scénario, mais aussi quand vous faites le film. Merci. On y pense beaucoup. Et je pense même qu'on en a parlé quand on écrivait, en tout cas, de Renoir. Ça rejoint un peu ce que je disais juste avant, c'est-à-dire qu'effectivement, la question, elle est plus de savoir, d'essayer de faire le tour d'un personnage pour comprendre d'où il vient et pourquoi il fait ce qu'il est en train de faire et à quelle force et quelles injonctions il est soumis. Et puis ensuite, après, de tourner autour, de voir les personnages qui sont dans son champ de vision, dans son champ de vie, et de voir aussi comment eux et à quelles injonctions ils sont soumis. On voit bien que l'éditrice, quand il y a cette grande scène du procès, comme on l'appelait quand on écrivait, où ils sont dans le bureau en train de décider de l'avenir de ce jeune garçon, chacun parle à son endroit. Donc chacun, dans cette scène, a ses raisons de parler. L'attaché de presse, l'éditrice, l'avocat, chacun dit d'où il est en donnant son avis sur cette affaire. Donc en tout cas, si on arrive à la fin du film à se dire que chacun a ses raisons et qu'on en sort tous un peu plus riches de les comprendre plutôt que de condamner, ce serait un peu l'objectif de ce qu'on a fait, oui, c'est sûr. Oui, et après aussi, quand on a commencé à se rencontrer et à écrire, c'est Marie-Ange aussi qui nous accompagnait dans ces premiers échanges et qui nous disait que le film pouvait être un contrepoint à The Social Network. Tu te souviens ? Qu'il y avait comme ça une parenté, en tous les cas, entre le film de Fincher sur Facebook et puis là où on abordait aussi... comme si c'était qu'il pouvait y avoir un pont qu'on pouvait tracer. En tous les cas, nous inconsciemment, on y a réfléchi quand on a commencé à écrire. No sé si Marians también quiere participar de esta reflexión. Oui, c'est vrai que quand on a parlé du film au début et de sa construction et de sa forme, mais surtout de son envoi, quoi. Qu'est-ce qu'on voulait en dire des réseaux sociaux, finalement. Et il y avait cette chose, moi j'ai été très marquée par The Social Network, c'est un film qui m'a vraiment beaucoup impressionnée, mais c'était la naissance. C'était comme la naissance de quelque chose, quoi. Et qu'est-ce qui est devenu ce monstre, en fait et le film est presque sa suite logique pour moi. Voici ce qu'on a fait de cet objet, devenu un peu monstrueux, mais c'est pas moral ce que je dis, mais il y a quelque chose qu'on ne maîtrise plus, en fait. Et ce qui est rigolo, c'est que dans The Social Network, quand il crée Facebook... Et la première scène m'avait beaucoup marqué, c'est vraiment, il crée Facebook pour se venger de sa petite amie.
Et dans Arthur Rimbaud, les tweets se retournent contre lui et ressemblent un peu à une vengeance sociale à un endroit. Voilà. Donc c'était un fil conducteur comme ça, modeste, modestement rapproché. David Fincher de Laurent Cantet. Renoir, David Fincher, Laurent Cantet, c'est très bien. Ouais. Hello, Peter Hood, l'Allemagne, pardon. J'ai une question pour le titre. J'aimais très bien le titre. Et comment vous avez pensé ces titres, ces jeux de mots et jeux de références? Merci. Je n'arrive pas à savoir qui l'a proposé. Je crois que c'est moi et eux disent que c'est eux. Donc, je pense que c'est moi. Non, enfin, je pense que là, ils s'approprient une idée géniale. Non, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'il y ait cette dualité dans le titre et dans le pseudonyme. D'un côté, Arthur Rimbaud, la culture classique, ce monde auquel Karim est en train d'accéder, et en même temps, de l'autre côté, Rimbaud, qui est voilà, le héros populaire par excellence, violent, bagarreur, et que réunir ces deux aspects-là me semblait assez bien décrire finalement le personnage de Karim, comme ça, qui est partagé entre cette envie de littérature et une colère très très grande qu'il essaye de réfréner, quoi. Voilà, donc je pense que c'est vraiment lui. Enfin, ce pseudonyme est vraiment le représente très bien. Il fallait aussi que ce soit drôle, parce que c'est quand même un peu la règle du jeu du pseudonyme. Après, moi j'ai résisté à l'idée d'en faire un titre. Le titre du film, j'avais peur que ce soit trop énigmatique. Et puis, je me suis laissé convaincre par tous mes amis qui ont trouvé qu'il y avait une efficacité à ce titre. En la película tiene un peso muy importante el hecho de que sea un hombre el que sufre esta cancelación. ¿Cómo cree que se relaciona esa masculinidad con el suceso y si hubiese sido una mujer hubiese cambiado mucho? Je dois vous avouer que je ne me suis pas beaucoup posé la question. Je pense que la violence est peut-être plus souvent associée à l'homme qu'à la femme, et que peut-être que inconsciemment, le fait de ne pas se poser la question vient peut-être de là. Non, je sais pas. Non, surtout, il y a des histoires assez. Il y a une histoire en France assez identique à celle de Mehdi Mekla dans le film. Sur lequel le film s'appuie, qui est l'histoire d'une jeune fille qui a participé à The Voice, qui est une énorme émission, je crois que ça existe ici aussi, enfin une énorme émission de télévision, de chansons, et elle a gagné, elle était en finale de The Voice, c'est ça, Ménel, et elle aussi a vécu à peu près la même chose que Arthur Rimbaud, c'est-à-dire que des tweets, des vieux messages postés ont été exhumés des réseaux sociaux, et c'est exactement la même. En fait, je ne crois pas que ce soit une affaire de sexe là. Je crois que c'est une affaire une affaire sociale, et puis une affaire aussi de Twitter, qui est un peu à un moment une sorte de Far West où c'est possible de tout dire, et en se disant que de toute façon il y a peu de traces de tout ça, sauf que ça reste la mémoire Internet, c'est un vrai sujet aussi, la mémoire numérique. Mais oui, je crois que Ménel, qui est une jeune fille. Par contre, ce qu'on peut quand même constater, c'est que statistiquement, beaucoup de ces histoires, celles qui en tous les cas arrivent au jour, impliquent des jeunes issus de l'immigration. Comme si effectivement il y avait et c'est ce que disait Samuel tout à l'heure, en fonction de qui on est, on déclenche des réactions plus ou moins fortes et plus ou moins publiques. Après, la grande figure de troll de Twitter aujourd'hui, c'est Donald Trump. Et bon, ben voilà, c'est un homme violent, c'est vrai.
Una pregunta para Laurent Cantet, a cuenta de lo que ha venido a llamarse cultura de la cancelación, ¿no? En la película muestra cómo la editorial casi no vacila en cortar, en terminar con la promoción del libro, ¿no? Es decir, todo el ruido de las redes sociales no queda ahí, sino que se traduce luego en hechos. ¿Qué piensa de esta llamada cultura de la cancelación? Oui. Oui, en même temps, moi, ce qui m'intéresse là, plus que ça, c'est la façon dont chacun a ses raisons de refuser ce qu'il vient de découvrir ou ce qu'il connaissait depuis longtemps. La maison d'édition, effectivement, a ce geste-là. Oui, c'est toujours un peu... En tout cas, par rapport à cette question de la culture, de la cancel culture, moi je trouve qu'il faut quand même toujours essayer de regarder quel pouvoir ça sert et quelle idée ça déploie. C'est-à-dire que là, la maison d'édition, ça lui coûte moins cher pour pouvoir garder son pouvoir par ailleurs d'annuler la vie d'un jeune garçon issu de l'immigration qui va retourner dans sa banlieue et dont on n'entendra plus jamais parler. Et voilà, et j'ai l'impression que c'est pas une culture, c'est une arme. Et ça sert quelqu'un derrière qui l'utilise à propos pour avoir un résultat. C'est pas juste par plaisir. C'est une question de pouvoir. Vale, y vamos a ir a la última pregunta ya, que está por ahí. Lohan, Rodrigo again from Brazil. This is a film about many social issues, but it's also a movie about literature. Your last film was, The Workshop, was a movie about young people producing literature. And 4 years ago, you went to Brazil and you participated in a very important Brazilian social project called FLUP, Festa Literária das Periferias, teaching and discussing with young people from the favelas how to produce literature, how to produce culture. I would like to understand how those experiences, the experience of dealing with young people about literature in the workshop and dealing with the guys from FLUP, help you to understand this literary environment from the periferias. Thank you very much. Moi, j'ai l'impression que la littérature, c'est à la fois une arme, mais c'est aussi une façon de travailler sur soi-même. Et que prendre le temps d'écrire ne serait-ce que 3 pages, très personnelles, fait que le regard que vous portez sur vous-même, sur votre place dans le monde, sur tout ça, peut devenir beaucoup plus intéressante pour vous, et que c'est un moyen, dans l'atelier, je considère que c'est presque mon film le plus optimiste, parce qu'à la fin, ce personnage qui refuse l'idée de l'atelier d'écriture va être celui qui, parce qu'il a résisté à cette idée-là et puis s'y est finalement astreint, va gagner le plus dans l'histoire. C'est celui dont la vie va être le plus transformée. Voilà, se dire que la littérature a ce pouvoir-là, moi, ça me fait très, très plaisir. Après, est-ce qu'on laisse beaucoup d'espace à ces jeunes gens pour exister dans le monde littéraire? Je n'en suis pas sûr. Même si j'ai l'impression que ça fait toujours très très plaisir à tous les gens de culture, tous les gens de gauche, que de temps en temps, comme ça, un personnage qui pourrait ressembler à Karim puisse exister, parce que voilà, c'est la preuve que notre société est moins compartimentée que ce qu'on le dit. Après, il y a peut-être beaucoup d'hypocrisie dans tout ça, parce que finalement, dès
dès que les règles sont un peu, comment on dit, une règle transgressée, on a plutôt tendance à renvoyer très vite l'auteur à sa place, c'est-à-dire là d'où il vient. Il y a quand même un peu de dimensions dans cette question. Il y a des dimensions effectivement intimes, c'est-à-dire la littérature et l'art, le cinéma, comment elle révèle une personnalité, comment elle peut nourrir quelqu'un et le faire évoluer, lui faire dépasser la condition dans laquelle il est. Le problème, c'est que il n'est pas certain que la société, elle, permette ensuite que ce dépassement puisse avoir lieu. C'est-à-dire ce qui va créer une frustration encore plus forte et donc une violence encore plus forte, au fond. Ce qui crée les révolutions, parfois. Vale, y ahora sí, la ultimísima pregunta. A ver, estoy plenamente de acuerdo con todo lo hablado de los objetivos y la temática central de la película. No tengo ninguna duda, pero también me parece muy importante lo que se dice en Arthur Rimbaud, digamos, en su hashtag. Entonces, también les parece importante porque la escena que a mí me ha encantado también es la final entre los dos hermanos y esa respuesta del hermano pequeño decir, entonces nos has engañado hasta ahora. Porque claro, eso tiene un fondo tremendo, todo el tema de acciones violentas ante una injusticia que están viviendo cotidianamente. Me gustaría que comentasen algo de eso quien le parezca y enhorabuena enorme por la película y muchas gracias. Alors, d'abord, je pense que pour moi, il était très important que ces tweets s'affichent à l'écran. Parce que je pense que ça leur donne une violence beaucoup plus grande encore que quand on les entend ou quand on les lit sur un écran de téléphone. Il fallait que cette violence soit là pour qu'effectivement, d'abord, le spectateur soit toujours partagé, balance entre une certaine empathie pour le personnage que l'on voit se débattre comme ça dans une incompréhension de ce qui lui arrive presque. Et d'un autre côté, un rejet du personnage parce que ce qu'il a écrit est trop insupportable à lire, quoi. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que du coup, la vraie remise en question, puisque tout le film est quand même une remise en question et un travail qu'il commence à faire sur lui-même pour essayer de comprendre lui-même ce qui lui arrive, que la vraie remise en question soit en fait cette discussion avec son frère qui le met face en fait à la responsabilité qu'il y a à écrire. Même quand c'est une blague, même quand c'est un message en 140 caractères qu'on écrit comme ça juste pour faire rire les copains, bah que tout ça, ça a du poids, que ça a un sens, et que ce sens littéral, dans la mesure surtout où on s'adresse à une multitude de gens, ce sens littéral peut être capté comme tel. Je pense que, très sincèrement, Karim, quand il écrit ces messages dégueulasses, le fait sans y croire. Quand il dit mon livre reflète ma pensée, et ça c'est de la blague, je crois que c'est vrai. Sauf que ces blagues, elles restent aussi au même titre que les livres, parce qu'elles sont écrites, parce qu'elles sont gravées dans le marbre, quoi. Et c'est vrai que la remise en question du petit frère, la colère du petit frère qui s'apparente à celle que lui est en train de dompter en lui-même, certainement, le ramène à cette réalité-là. Ça rejoint aussi ce qu'on disait sur la question de l'émancipation par l'écriture, c'est-à-dire que Arthur s'émancipe par l'écriture, par le fait d'avoir accès aux médias, d'écrire un livre, et tout à coup, effectivement, c'est comme si le second degré était possible aussi pour lui, parce qu'il a quand même décollé intérieurement. Et donc il arrive au second degré. Et quand il se retrouve face à son petit frère, il se retrouve face à une sorte de double de lui-même. Comme disait Fanny, le film est construit sur la question du double. Et il se retrouve en face d'un double qui, lui, n'a pas encore eu accès à ses ateliers d'écriture. Et lui n'a pas encore eu accès à quelque chose de plus... Et donc, il n'a pas accès au second degré. Et il ne sait pas que ses tweets étaient faux. Donc la question de la vérité et du mensonge. Et la question que nous, on pose
au-delà de ça, c'est pourquoi des gens qui viennent du même endroit ont parfois le droit au second degré et parfois pas. Vale, muchas gracias. Pues vamos a acabar aquí. Pido un fuerte aplauso.